Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Sébastien qui est directeur général de SAS France. Jean-François Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité qui vous a marqué. Donc, ça peut être un événement particulier ou une tendance qui est intervenue ces derniers temps parmi la foultitude de choses qui touchent à l'IT et aux technologies. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Alors oui, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est l'investissement du plan quantique donc du président Macron, les 1,8 milliard sur 5 ans. Et alors, est-ce que vous le trouvez à la hauteur des enjeux? Bien sûr que non, mais c'est très symbolique. C'est-à-dire que l'enjeu, il est au-delà de l'aspect technologique. Pour moi, on est un peu sur un enjeu similaire à celui qu'on avait il y a un demi-siècle sur la course à la technologie nucléaire. Puisqu'on parle d'enjeux de souveraineté nationale, on parle d'une véritable course, que d'ailleurs des grands du privé ont déjà démarré, puisque IBM et Google se sont déjà lancés dans cette course-là. Et on sait très bien que celui qui maîtrisera, qui arrivera finalement à stabiliser, puisque c'est ça le vrai enjeu, c'est d'arriver à stabiliser les modèles quantiques, eh bien, aura un pouvoir indéniable sur des calculs qui vont aller plusieurs millions de fois plus vite que ce que l'on peut faire aujourd'hui avec des ordinateurs traditionnels, par exemple. Donc la conquête de l'espace, on en parle beaucoup en ce moment, aura un avantage également dans la sécurité, puisqu'on pourra faire de la cryptographie quantique. Donc celui qui maîtrisera cette technologie sera capable soit de pouvoir avoir un code inviolable pendant un certain temps, soit alors de pouvoir casser n'importe quel code. Donc on comprend bien que on est au-delà de l'aspect technologique, on est vraiment sur un enjeu de souveraineté nationale et avec des enjeux géopolitiques forts. Alors, vous avez mentionné l'industrie nucléaire, donc effectivement, de ce point de vue-là, ça a été une réussite, et on ne peut qu'espérer que ce sera la même chose pour le quantique. Si on prend l'autre exemple du plan calcul, on peut avoir, je dirais, quelques craintes, parce que les résultats n'ont peut-être pas été tout à fait les mêmes. Alors maintenant, en tant qu'entreprise, pour continuer cet entretien, je voulais demander un peu comment vous fonctionnez là depuis le début de cette épidémie. Donc ça fait maintenant plus d'un an pratiquement qu'on est entré dedans. Et puis cet été, on espérait en être sorti, on est retombé dedans. Et là, on commence à reparler de confinement. Donc comment vous, en tant qu'entreprise, vous arrivez à vous organiser dans des conditions aussi difficiles? Alors oui, effectivement, Guy, forcément, c'est un impact très fort. Il a fallu se réinventer. Il y a trois aspects. Il y a l'aspect, bien entendu, sanitaire déjà interne, c'est-à-dire comment protéger nos collaborateurs, nos collaboratrices, en prenant des bonnes décisions, parce que c'est vrai que de faire finalement du confinement, télétravail obligatoire, fermer complètement les bureaux, c'est pas quelque chose qui est vraiment faisable sur le moyen et long terme, puisqu'on dans une boîte de 300 personnes en France, il y a forcément des cas qui sont très diversifiés. Tout le monde n'habite pas dans une grande maison. Certains sont en appartement, au centre-ville, avec des enfants en bas âge ou pas, des situations qui sont très diversifiées. Et donc, on a des collaborateurs, des collaboratrices qui sont en vraie souffrance à travailler de chez eux. Donc, il a fallu trouver des aménagements pour être capable de pouvoir garder les bureaux ouverts pour ces personnes-là et en même temps de pouvoir respecter les règles gouvernementales en termes de distanciation sociale, etc., et faire appel à la responsabilité individuelle. Je touche du bois, ça a bien marché depuis un an puisqu'on n'a pas eu de propagation, en tout cas du virus. Certains collaborateurs, collaboratrices ont été atteints, mais ne l'ont pas transmis à d'autres, dans le cadre du travail en tout cas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il a fallu également qu'on soit très proche de nos clients qui vivaient la même chose. Donc il y a eu en fait deux phases. Une première phase qui était une phase d'empathie. Il n'était plus question de business, il était plutôt question de comment on vous accompagne pour essayer finalement de pouvoir faire à la maison, à distance, ce que vous faisiez au bureau, dans des conditions de sécurité qui soient optimales. Et on sait très bien que la sécurité était
un enjeu très important, qui a eu des vraies failles de sécurité, avec du coup forcément des sujets de fraude qui se sont greffés dessus. Et puis ensuite, la deuxième phase, ça a été là vraiment d'accélérer et d'aider nos clients à accélérer leur transformation digitale. J'aime pas trop ce mot, je préfère plutôt parler d'évolution digitale, mais en tout cas, leur transformation, évolution digitale. Donc ça, c'est la deuxième phase. Le troisième point, c'est le point business, c'est-à-dire que forcément, je porte la responsabilité d'une entreprise de 300 personnes, et donc il n'est pas question d'être en 2020 sur une année business qui soit en décroissance. Et donc il a fallu trouver là aussi des leviers de croissance, d'accompagnement, business, une stratégie qui soit une stratégie à la fois court terme et moyen terme, déjà pour répondre à ces enjeux 2020. Et c'est ce qui nous a permis notamment de terminer l'année 2020 dans un marché en décroissance, mais avec SaaS France plutôt en croissance. Très bien. Et pour 2021, vous pensez que vous allez pouvoir tenir de la même manière? Oui, de toute façon, c'est pour ça que je suis à la barre. Mais voilà, bien sûr, j'y crois et j'y crois vraiment. On a les équipes qui sont motivées. On a une stratégie forte. On a des produits qui restent très forts. On a un groupe qui maintenant a fait des choix également. On va en parler, mais a fait des choix très structurants, notamment sur avec la plateforme digitale qu'on a créé, qui s'appelle Vaya, qui commence à être vraiment connu sur la place, et puis des partenariats forts comme celui avec Microsoft, par exemple. Donc, je dirais que l'avenir, en tout cas, businessment parlant, est plutôt bien. Après, sanitairement parlant, on va continuer ce que l'on a fait, c'est-à-dire suivre scrupuleusement les règles gouvernementales, laisser la responsabilité individuelle au cœur du débat, et puis voilà, accompagner les collaborateurs, collaboratrices, faire du cas par cas quand c'est nécessaire pour continuer à passer j'espère, cette dernière phase, parce que je reste quand même très optimiste sur le fait que voilà, après l'été, en tout cas, on pourra recommencer à avoir une vie sociale et sociable digne de ce nom. Mais voilà, on va continuer sur le même rythme que 2020. Très bien. Alors vous m'avez un peu aidé dans la transition pour parler plus particulièrement de SaaS et de ces solutions, puisque vous avez mentionné SaaS Via et qui a été annoncé il y a 4 ans maintenant. On avait fait le point avec Thierry Bedos il y a 2 ans. Donc SaaS Via, c'est votre plateforme. En gros, si ça je vous poserai la question, ça nous donnera l'occasion de redéfinir un peu ce que c'est. C'est une plateforme sur laquelle, en gros, il y a la possibilité je dirais, d'intégrer l'ensemble des solutions que vous proposez. Et pourquoi on en parle particulièrement? Parce que c'est, votre plateforme, mais parce que deux, vous avez renforcé votre partenariat avec Microsoft pour avoir l'accession de cette plateforme sur le cloud Azure. Donc, est-ce que vous pourrez répondre à tout ça? Et puis, question subsidiaire, on parle de Microsoft, mais est-ce que vous avez des accords similaires déjà passés ou en vue avec les autres grands acteurs du cloud? Alors, ouais, effectivement, il y a beaucoup de questions en fait. Déjà, le marché a fortement évolué, le marché en lui-même, le marché du digital, je dirais. Et le Covid, en ce sens-là, a aidé. C'est-à-dire que le Covid a accéléré cette mutation du marché. Comment? Eh bien, en faisant grandir plus vite la maturité, notamment des patrons, des CEO, des groupes, donc de nos clients, sur ce que le digital pouvait apporter, puisque c'est ce que le Covid a révélé finalement. Il a révélé certaines failles d'un système, d'un modèle classique, et finalement les entreprises qui s'en sont le mieux sorties, pour beaucoup, ce sont des entreprises qui avaient déjà travaillé sur une transformation digitale. On le voit dans la grande distribution, etc. Mais pas que. Donc, on assiste à un développement, une accélération de la maturité des enjeux du digital. Après, ces enjeux font également appel à d'autres questionnements. On parle beaucoup de la donnée, puisqu'il y a eu une course de la donnée pendant un bon moment. L'objectif d'une entreprise, c'était de mettre la main sur sa donnée et puis de la mettre en un seul lieu. Donc, on appelle ça data lake, centre de stockage, comme on veut, mais en tout cas, de réunir toutes les données comme étant son patrimoine en un seul lieu. Très bien.
ceci étant fait, on arrive à un système qui est très hétérogène de données de différents failles, formats, structurés, non structurés, vidéos, photos, etc. Et puis, il faut savoir l'analyser et savoir quelle décision, quelle information on en tire. La problématique que les entreprises ont rencontrée assez rapidement, c'est que ce sont des problématiques organisationnelles. Et c'est en ça aussi que finalement un projet de transformation digitale est un projet très complexe, c'est qu'il dépasse le cadre technologique. On est sur des projets de transformation organisationnelle et culturelle, sur des organisations qui normalement sont silotées en entités, en équipes, chacune avec ses compétences propres, avec sa maturité également sur ses enjeux. Voilà. Sauf que quand on parle de transformation digitale, on parle également de changement de business model. Ça concerne tout le monde et ça touche tout le monde. Donc cette démocratisation finalement digitale passe obligatoirement par la nécessité de mettre en place une gouvernance et de pouvoir adresser finalement, ou en tout cas passer outre, ce silotage organisationnel. Et là, c'est pour ça que certains acteurs, dont SAS, ont travaillé sur le développement de plateformes digitales. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une architecture sur laquelle on peut venir plugger sous forme d'API, pas que des solutions SaaS, c'est également des solutions open source, voire concurrentes. L'objectif est vraiment de mettre en place une plateforme transverse digitale, une véritable architecture de gouvernance pour, alors, à la fois répondre à des enjeux de gouvernance, donc désiloter finalement l'organisation de l'entreprise, mais également de répondre à des enjeux de sécurité. Parce que c'est tout l'intérêt de Vaia. L'objectif, c'est d'être capable de pouvoir faire travailler sur un même jeu de données des populations différentes, que ce soit l'informaticien, le data scientist, celui qui va installer, la personne métier, donc qui n'est pas un codeur, mais on fait travailler tout le monde sur un même jeu de données. Donc ça évite quelque chose qui va parler au DSI, ça évite la réplication des données, ce qui entraîne généralement des surcoûts et des failles de sécurité. Donc ça, c'est pour la partie Vaia. Après, si vous voulez, sauf si vous avez des questions sur cette partie-là, mais je peux parler du partenariat avec Microsoft. D'accord, avec Microsoft, oui. Donc, partenariat avec Microsoft, on va dire que c'est une symbiose parfaite entre deux acteurs qui finalement se ressemblent, puisque que ce soit SaaS ou Microsoft, on est quand même deux acteurs technologiques historiques, chacun leader dans son domaine, avec quelques décennies derrière soi, des sociétés d'ingénieurs avec des R&D comme très, très puissantes, et l'objectif de part et d'autre est d'accélérer. Côté Microsoft, et ça a été annoncé également dans la presse, l'objectif avec SaaS, c'est vraiment d'accélérer sur la partie analytique, donc profiter de toute la puissance analytique de SaaS pour pouvoir justement répondre aux enjeux des clients, notamment à travers de plateformes, la fameuse Microsoft Power Platform, qui est, pour rappel, c'est une plateforme de low-code, no-code, donc pouvoir adresser finalement des enjeux analytiques sans être un data scientist expérimenté. Et puis pour SaaS, l'accélération vient d'aller sur des technologies actuelles et de demain de nos clients qui sont le cloud. Voilà, puisque la donnée va dans le cloud et l'analytique doit suivre la donnée et l'analytique doit aussi aller dans le cloud. Qu'est-ce qu'il en est alors des autres opérateurs de cloud? Est-ce que vous les excluez dans votre stratégie ou vous allez aussi avoir une démarche similaire avec eux? Alors, démarche similaire, je ne sais pas ce qui se trame au niveau de la Corp, donc là-dessus, je ne suis pas dans le secret des dieux. On ne les abandonne pas du tout, on reste agnostique. Vaia peut s'installer sur n'importe quel type de technologie, que ce soit chez Google ou Amazon ou IBM, on reste très agnostique là-dessus. Le partenariat avec Microsoft, il faut vraiment le voir comme un partenariat technologique aussi sur les enjeux de demain. C'est-à-dire que il y a des enjeux qu'on adresse séparément. Par exemple, l'Internet des objets, vous en avez un petit peu parlé. L'Internet des objets, c'est quelque chose qui explose complètement dans notre société. On parle de smart city, ça arrive également dans le milieu médical, de la sécurité, etc. C'est quelque chose que SaaS travaille déjà, puisqu'on a déjà monté un secteur IoT il y a quelques années. Microsoft a fait la même chose. Et finalement, l'objectif est vraiment de monter une sorte de joint venture entre nos R&D
pour aller travailler l'intelligence artificielle de demain sur les capteurs et être capable de pouvoir faire ce qu'on appelle du edge analytique. Donc vraiment, c'est l'analytique au plus près des capteurs. Très bien. Mais alors, pour être très clair sur les autres opérateurs de cloud, est-ce que Vaya est disponible sur les plateformes Google et Amazon Oui, tout à fait. aujourd'hui? Alors, on a différents D'accord. types de Ok. versions de Vaya. On a différents types de versions de Vaya. Donc, on a les versions qui sont disponibles sur toutes les plateformes et on a une version qui vient juste de sortir, qui est cloud native, qui pour l'instant fonctionne sur Microsoft et qui, bien entendu, va fonctionner également sur les autres plateformes. Et alors, la problématique je dirais, du stockage des données sur le territoire, est-ce que ça, c'est une contrainte qui vous est imposée de plus en plus par vos clients? Alors, nous, non, pas directement, puisqu'on n'est pas concerné par cette partie-là, puisque finalement, nous, on fournit des outils qui permettent d'analyser les données du client, donc où qu'elles soient. Donc, qu'elles soient localisées sur le territoire national ou ailleurs, nos outils seront utilisés pour les extraire et puis pour pouvoir en tirer de l'intelligence. Euh, Maintenant, si votre question elle est inhérente à des enjeux de souveraineté nationale, oui, tout à fait. Et cette souveraineté nationale, elle passe aussi par les types de technologies et puis la propriété intellectuelle qui sont des enjeux également forts de nos clients. Donc c'est quelque chose d'ailleurs auquel on répond, puisque ça, je le rappelle quand même, ça c'est comme un énorme contributeur de la communauté open source, on est comme un des principaux contributeurs de la communauté open source. On n'est pas du tout une black box, hein, contrairement à certains de nos concurrents. Donc, je dirais, on est tout à fait ouvert à tout type de code, et c'est le principe même de Vaya. Et c'est en ça également qu'on se rapproche d'un acteur comme Microsoft, c'est que l'objectif est d'aller proposer également de la puissance analytique à des gens qui ne sont pas forcément des codeurs. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un enjeu de démocratisation du digital, en fait. Très bien. Il y a 2 ans, quand on avait reçu Thierry Bedos, il nous avait donné l'exemple de Carrefour comme un des premiers utilisateurs de la plateforme Vaya. Donc 2 ans ont passé. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple d'une entreprise française, éventuellement dans un autre secteur, qui aurait utilisé cette plateforme et si oui, pourquoi faire? Je pourrais en citer plein puisque on va dire qu'on est en forte accélération dans l'adoption de Vaya auprès de nos clients. Là, je peux pas les donner puisque j'ai pas demandé, pour être honnête, hein, j'ai pas demandé les accords pour pouvoir citer leur nom. Dans le domaine bancaire, par exemple, on a une très très forte accélération autour de Vaya. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de la transformation du marché dont je vous parlais auparavant. C'est-à-dire que finalement, on travaille beaucoup avec les DSI. Les DSI ont un rôle qui a énormément évolué ces 2-3 dernières années. Et du coup, ils portent des vrais engagements de réussite business de leur entreprise. Et on s'est énormément rapproché des DSI. Donc, obligatoirement, un DSI, son objectif, c'est avoir une meilleure gouvernance, pouvoir apporter une réponse de réduction des coûts à son organisation, à son entreprise, et puis limiter les risques. Bon, donc on est sur l'adoption d'une plateforme digitale. Et c'est en ça que finalement Vaya apporte énormément. Et alors, justement, votre remarque là pousse à une réflexion concernant les DSI. On avait un peu l'impression que dans cette transformation numérique, terme que vous n'aimez pas trop, vous préférez évolution numérique, ils avaient été un certain temps marginalisés, si je puis dire. Est-ce que vous pensez que les 2 dernières années, et en particulier la dernière, liée donc à cette épidémie, est-ce que finalement ça les a pas remis au centre du jeu? Si, complètement. Si, vous avez complètement raison. Il y a peut-être 3 ans, on avait tendance à voir encore les directions informatiques comme plutôt des centres de coûts. Alors ce n'était pas vrai déjà à cette époque-là, mais on les voyait comme ça. Aujourd'hui, la question se pose même plus. Ils sont complètement associés à la valeur de l'entreprise et ils sont au cœur du débat. Le Covid, par exemple, a accéléré le rapprochement du CEO et du CIO. Donc le DSI
et le patron d'entreprise. C'est comme ça que le patron d'entreprise aussi a gagné en maturité digitale, notamment. Mais finalement, je dirais que l'entité transverse qui permet de pouvoir assurer, ou en tout cas passer outre ce silotage organisationnel, souvent c'est la DSI. Et donc c'est quelque chose que l'on a, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rapproché énormément nous-mêmes des DSI et qu'on rencontre un écho très favorable sur la plateforme digitale. Très bien. Alors, il y a 2 ans, votre prédécesseur nous avait expliqué que il avait élargi un peu le spectre de secteurs sur lesquels SAS intervenait, et il avait cité en particulier la santé et l'Internet des objets. On vient d'en parler. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment ça évolue? Enfin, vous avez déjà un peu esquissé la réponse, mais surtout donner un exemple un exemple d'application pour chacun de ces deux secteurs où IoT c'est pas vraiment un secteur, mais en tout cas c'est une sorte de nouvelle application. Alors sur les deux secteurs, alors le secteur de la santé bien entendu en ce moment, forcément c'est très concentré quand même autour de la pandémie, hein, autour du Covid. Après voilà, il y a des enjeux d'analyse d'indicateurs en grand nombre. Donc, on parle de volumes de data qui sont juste énormes, avec l'objectif également de pouvoir analyser des données non structurées sur la météo, enfin sur plein de choses, qui permettent aujourd'hui de pouvoir essayer d'anticiper le plus possible les zones de propagation rapide et de pouvoir adapter, ou en tout cas être quasi en temps réel pour mettre en place les réponses sanitaires ad hoc. C'est ce qu'on fait par exemple en Inde, dans une région d'Inde, enfin un État d'Inde avec 46 millions de citoyens qui utilisent nos solutions justement pour leur capacité à pouvoir analyser des volumes de données très importantes pour savoir dans quelle partie de cet État finalement la propagation se fait le plus et anticiper le plus possible la répartition des aides médicales. On le fait aussi en France pour accompagner les hôpitaux sur la gestion des lits, qui est comme un problème très important en France, et voilà, et optimiser finalement la gestion des lits en fonction des zones de propagation. Donc ça, c'est pour la partie santé. Sur la partie IoT, alors la partie IoT, on retrouve, je dirais, beaucoup de choses à dire que ce n'est pas un sujet à part entière. Hein. Généralement, c'est un sujet qu'on retrouve lorsqu'on discute avec les mairies, les communautés de communes. On parle de smart city. Quand on discute aussi avec les constructeurs automobiles, forcément, puisque la voiture devient de plus en plus intelligente. Voilà. On le retrouve aussi au niveau des banques, au niveau des assurances, puisque finalement, ce sont également des organisations qui cherchent de plus en plus à connaître leurs clients et donc à être capables finalement de pouvoir proposer de manière industrielle des offres personnalisées, ce qui peut paraître un peu antinomique, mais c'est ce qui fait aussi cette espèce de forte accélération, notamment du monde des capteurs. Donc ça veut dire qu'on est vraiment passé du stade du proof of concept, pour parler en bon français, à des applications qui sont au niveau industriel aujourd'hui, avec de vraies réalisations. Alors chez SAS, oui. C'est pas partout pareil. Hein. Je reprends juste moi, quelques études qui me parlent beaucoup parce que la France reste un pays d'ingénieurs, c'est un pays d'expérimentation, beaucoup. On est excellent en expérimentation. Quand on regarde par exemple l'étude McKinsey qui dit que 92% des projets de transformation digitale ne passent pas le stade de l'expérimentation, c'est énorme. Et sur les 8% qui passent en production, il n'y a que 2% qui passent l'échelle. Donc ça démontre quand même aussi, je dirais, les pertes financières derrière. Une autre étude, c'est celle du World Economic Forum, qui dit que la France est numéro 2 en Europe sur l'innovation autour de l'intelligence artificielle, avec un nombre d'entreprises très important. On a plus de 500 entreprises en France. Par contre, quand on parle d'industrialisation, on est 9e sur 13. Voilà. Bon, on est un des leaders en termes d'innovation dans le monde. En termes d'industrialisation, c'est là où il y a encore de l'optimisation à faire. Très bien. Ce qui nous va très bien, puisque nous, c'est notre métier. Hein. Nous, notre métier, c'est de tourner en production.
D'accord. Un dernier point que je voudrais évoquer avec vous, qui est plus général lié à ça, c'est à son évolution. Hein. Vous disiez que c'est un acteur historique de notre secteur. Ça, c'est effectivement, et son nom l'indique. Hein. Vous êtes, je dirais, le champion des méthodes statistiques. Donc ça, c'était votre cœur de métier. Puis sont apparus plus récemment le big data, et puis encore plus récemment l'intelligence artificielle. Est-ce que vous diriez que ces domaines sont des domaines qui sont complémentaires, qu'on peut arriver à combiner pour encore plus de résultats et de performances, ou est-ce que finalement pour le citer, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les deux autres, en particulier les méthodes statistiques. Et ça m'amène à une réflexion qui m'est venue à l'esprit en naviguant un peu sur votre site web, où il y avait sur une page, il y avait deux sujets l'un c'était combattre l'épidémie Covid avec l'intelligence artificielle, et l'autre c'était mieux explorer les disparités en matière d'habitation à New York en fonction des différentes catégories raciales, puisqu'aux États-Unis on peut parler de ça. Est-ce que quand on regarde l'un et l'autre sujet, finalement, on ne peut pas se faire à la réflexion de se dire, mais est-ce que ce ne sont pas des marteaux-pilots pour écraser des mouches? Parce que si on regarde les deux sujets, l'évolution de l'épidémie, franchement, les prévisions jusqu'à présent n'ont pas été excellentes. Hein. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où c'est en train complètement de s'effondrer, et on ne sait pas très bien expliquer. Et puis, si on regarde New York, mais ça peut être vrai pour Paris ou Londres, les disparités en fonction des catégories sociales, elles sont relativement évidentes. Donc, qu'est-ce que finalement ça peut apporter de plus à ces remarques qui sont un peu abruptes? Alors, sur l'intelligence artificielle, déjà, c'est quelque chose dont je pourrais parler très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que là encore, c'est une notion qui est très galvaudée. Hein. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais finalement, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, pour être honnête, hein, l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmie très, très poussée, très complexe. On a la capacité, on a des puissances de calcul qui sont devenues juste délirantes, à tel point d'ailleurs qu'on parle même, on commence à parler même d'algorithmes verts, puisque de faire tourner des algorithmes d'une grande complexité eh bien, est très consommateur de carbone. Donc c'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous, SAS, on commence à se pencher très, très sérieusement. Mais voilà, pour reprendre les termes d'une philosophe que j'aime bien, qui est Laura Lange, hein, qui disait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la rationalité artificielle. On part comme sur des algorithmes qui sont développés par des personnes. L'intelligence artificielle, on commence à rentrer dans du cognitif. Pour moi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder quand on sera capable justement de maîtriser notamment les modèles quantiques. C'est pour ça que je reviens sur le sujet qui m'avait interpellé, mais c'est vraiment ça. La différence entre la physique traditionnelle et la physique quantique, pour moi, c'est un peu le pas qui reste à franchir entre la rationalité artificielle d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. Alors après, pour parler des deux sujets que vous évoquez, je resterai prudent, si vous me le permettez, parce qu'il y a d'un côté les modèles et de l'autre côté ce que l'on en fait. Dans les deux cas, je ne suis pas certain que les politiques, ou en tout cas que les personnalités qui se sont vraiment emparées des modèles qui leur étaient transmis par les experts, les aient correctement interprétés et en tout cas appliqués. Que ce soit au niveau du Covid, surtout, vous prenez l'exemple des US, hein, je ne suis pas certain que les modèles qui avaient été transmis par des experts et des modèles que j'ai eu l'occasion de regarder et qui sont d'une grande véracité pour certaines régions, n'ont pas été du tout pris en compte et appliqués. Bon, en France, là encore, je resterai prudent. Après, sur les disparités raciales, pour être honnête, je ne connais pas le sujet. Mais pour moi, ça reste toujours du même acabit, c'est-à-dire que les modèles, c'est pas non plus une science exacte. L'objectif, c'est de se rapprocher de plus en plus d'une véracité en prenant en compte de plus en plus d'indicateurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être dans le calcul le plus juste possible, mais aujourd'hui, on arrive comme sur beaucoup de sujets à être comme très très précis, mais c'est toujours pareil, c'est l'interprétation qui en est faite
et l'exécution derrière. Très bien. Et puis aussi, on peut peut-être ajouter aussi qu'on aura beau avoir des modèles aussi sophistiqués qu'on peut avoir, si on n'a pas les données qu'il faut pour, rentrer dans ces modèles, ça servira pas à grand chose. On n'aboutira pas à des complètement d'accord. Très pertinentes. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas Jean-François Sébastien pour cette analyse et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.